J'invite donc déjà Michèle Bernard-Royer, journaliste indépendante et membre de l'association Éthique et Investissement, à venir ici pour animer donc la table ronde et je lui laisse le soin de présenter les intervenants. Alors, je ne saurais pas identifier de visu toutes les personnes qui font partie de la table ronde que je connais, mais que j'ai vu ou que j'ai eu au téléphone. Éric Didio, je le connais puisque dans le cadre d'Éthique et Investissement, on a déjà échangé, on s'est vu. Cécile Renoir également, que je connais, mais cette fois-ci en tant qu'ancienne journaliste. Du campus de la transition. Alors, il ne faut pas que je bouge trop parce qu'apparemment, il y a des petits soucis non, techniques, ça va? Voilà. Donc, en visio, Alban Durostu, qui... Bon, je vais le présenter tout à l'heure, mais je voudrais bien d'abord qu'on repère les... Alors, il y a une quatrième personne qui doit être là. Philippe Royer, est-ce que... Ah, d'accord. Bon, et il se peut qu'on ait aussi un invité surprise qui nous rejoindra en visio, mais je le présenterai si jamais ça tombe bien et qu'il arrive à se connecter. Alors, je vais m'asseoir. Donc, je reviens sur le sujet. Je vous prie de m'excuser si je regarde de temps en temps mon téléphone, mais c'est ma seule montre et je vois qu'il n'y a pas d'horloge dans la salle. Donc, c'est pas pour lire mes messages que je regarderai ce téléphone. C'est plus pour essayer de rester dans le timing qui nous est imparti ce matin. Donc, nous avons 1 heure pour essayer d'illustrer, de discuter, parce que j'aimerais aussi qu'il y ait un temps d'échange avec vous avant la fin de cette table ronde, discuter de cette question. Alors, comment les investissements peuvent-ils être au service de la personne, de la communauté locale, de la société? Alors, dans un premier temps, comme je voudrais bien que ce soit un peu dynamique à notre table ronde, même s'il y a des chaises vides, je vais peut-être présenter les intervenants et leur demander d'interagir entre eux. Et au fil de notre conversation, j'en dirai à chaque fois un petit peu plus sur ces personnes. Sinon, je vous renvoie effectivement au livret qui a été fait pour cette première journée Finance et Biens communs et qui a pris le soin de détailler pour chaque intervenant un peu plus d'éléments biographiques que je n'en dirai. Moi, je vais me concentrer sur ce qui m'intéresse pour conduire notre échange de ce matin. Alors tout d'abord, Alban Durostu qui est à distance, qui est directeur général d'un fonds du bien commun, qui est un fonds un peu hybride, si j'ai bien compris, c'est-à-dire c'est à la fois un fonds de dotation, un fonds d'investissement et un incubateur de projets. J'aimerais bien qu'il interagisse avec Éric Didio, qui lui est directeur, fondateur même de Credo Funding, une plateforme de financement participatif. La première question que j'aimerais vous poser à tous les deux, c'est pourquoi le choix de ce véhicule, de cet outil financier? Alors, pour l'un, d'un fonds hybride, de dotation, etc. Et puis dans l'autre, d'une plateforme de financement. Alors, comment ces outils-là répondent à la question qui nous réunit ce matin, c'est-à-dire investir pour le service de la personne, pour le bien commun. Je vais être plus rapide. Alors à l'un et à l'autre, peut-être Alban Durostu, pourquoi avez-vous fait ce choix d'un fonds de dotation et pas d'une plateforme de financement participatif, et inversement pour Éric Didio? Alors, bonjour à tous, ravi de vous voir, en tout cas de vous entendre. Merci à l'organisation parce que aujourd'hui c'est un jour de grève dans la petite enfance et donc j'étais malheureusement bloqué et je ne pouvais pas venir avec vous. Mais merci à tous et je suis ravi de traiter de ce thème-là qui en fait est le thème assez central de nos activités au Fonds du bien commun. C'est-à-dire que le Fonds du bien commun, c'est un ensemble de structures, comme on l'a dit, qui est à la fois fonds de dotation, fonds d'investissement, foncière solidaire, incubateur. Et en fait, toutes ces structures, on les a ajoutées les unes aux autres en se rendant compte qu'en fait, il y avait énormément de structures différentes qui pouvaient agir pour le bien commun. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les associations qui sauvent le monde, si je peux dire, mais il y a aussi les entreprises qui ont un rôle à jouer, il y a aussi les individus, il y a aussi les médias. Et donc, pour pouvoir répondre à ces différents états de fait, on a voulu créer cet ensemble de structures avec l'idée de se dire que en fait, la finance a une responsabilité et probablement les investisseurs ont avant tout une responsabilité. On le voit aujourd'hui, notre monde est changé par des décisions d'investissement. Les réseaux sociaux, l'accès à l'intelligence artificielle, tout ça est lié à de l'investissement privé avant tout. Et voilà. Et donc,
quel monde veut-on bâtir avec cet argent, alors même que notre système, le système capitaliste dans lequel on vit, est parfois challengé de façon très violente, très abrupte. On le voit avec les grands mouvements qui sont en faveur de la démission collective, où on a un peu l'impression que certains veulent rejeter le bébé avec l'eau du bain. Au contraire, je crois qu'on peut le prouver avec nos structures d'investissement, qui sont des investissements responsables, qui est une autre voie pour le capitalisme, et une voie qui prend réellement en compte la communauté et les personnes. Bien. Et vous, Eric, alors vous avez un autre point commun, c'est-à-dire que vous avez aussi, vous avez fait un passage dans un grand cabinet d'audit Ernst & Young, tandis que Alban de Rossus, c'était chez McKinsey Company, et vous mettez votre expérience professionnelle aussi au service de cet objectif. Alors, la plateforme participative, en quoi répond-elle à notre question ? Merci Michel. Effectivement, Credo Funding fait sa 10e rentrée, puisqu'on parlait de la petite enfance, on parle aussi des écoles, donc c'est notre 10e rentrée à nous. Après, évidemment, effectivement, 15 années dans la finance, en cabinet d'audit et en banque, j'ai souhaité permettre aux structures chrétiennes d'aller se financer auprès du grand public. C'était un peu la nouveauté, puisque la réglementation sur le financement participatif, qui est l'objet même de la plateforme Credo Funding, est une réglementation qui est toute neuve. Elle date de 2016. Vous voyez que c'est encore très récent à l'échelle du temps. Notre intuition, c'était de pouvoir mettre en relation, en circuit court, directement, de visage à visage, des porteurs de projets qui œuvrent pour le bien commun, qui œuvrent dans des thématiques à enjeu, l'éducation, le vieillissement, la culture, le patrimoine religieux, les communautés religieuses, mettre ces porteurs de projets en relation directement avec des investisseurs privés, que ce soit des particuliers ou des personnes morales. On a un certain nombre d'investisseurs qui sont des congrégations religieuses, des diocèses, des entreprises qui ont la trésorerie à placer, des fonds aussi qui investissent dans ces projets. Donc cette finance, pourquoi on considère que c'est une finance qui œuvre pour le bien commun, c'est que dans un premier temps, de notre côté porteur de projet, on va avoir cette analyse dont M. Transu parlait tout à l'heure, que l'on fait au regard de la doctrine sociale de l'Église. On va sélectionner avant tout des projets qui œuvrent pour le bien commun et dans lesquels la dignité de la personne est mise en avant. Et donc on va avoir un radar d'analyse qui prend en compte tous les critères de la doctrine sociale de l'Église, et de l'autre côté, vis-à-vis des investisseurs. Et ça a été à nouveau dit, je crois qu'il y a une prise en compte, et Alban le redisait, aussi de la responsabilité morale des investisseurs. Et que nous tous, qui sommes autour de cette table, nous avons un devoir de formation également de ces investisseurs pour qu'ils prennent conscience que leurs biens ne doivent pas rester improductifs. C'est le principe même de la destination universelle des biens, et que ces biens doivent être orientés vers une finance éthique. Alors donc si peut-être je pousse un peu loin les choses, mais donc on va considérer que ce que vous faites répond à l'appel lancé par Monsieur de Françu tout à l'heure, d'être des intendants fidèles. Hein, et vous avez vous-même lancé le sujet de formation des intendants fidèles. Donc, vous en avez dit quelques mots par le biais de votre activité. Mais je crois, sans mentir, pouvoir affirmer que Cécile Renoir, sur ce champ de la formation, elle a à la fois une longueur d'avance et puis un très très grand projet qui est aujourd'hui bien réel avec le campus de la transition et dans l'idée de former tout le monde, l'ensemble de la société, et pas forcément seulement ceux qui sont aujourd'hui en poste et à la manœuvre en tant qu'intendant fidèle dans l'industrie financière. Il y a cela, et au-delà, d'autres personnes également. Oui, alors juste un petit mot du campus de la transition, qui est une association créée il y a bientôt 6 ans alors avec une ambition démesurée, qui est formée pour transformer l'enseignement supérieur et les responsables d'aujourd'hui et de demain pour une transition écologique et solidaire. Donc c'est une façon d'essayer d'aller dans le sens de ce que le pape nous dit dans Laudato Si, et de ce qui est repris dans Mensuram Bonam, ce sujet d'un discernement collectif pour essayer d'aller à la racine des problèmes
et donc du coup former des étudiants, des enseignants-chercheurs, des professionnels ou accompagner toutes ces personnes pour aller à la racine des problèmes. Et j'avais envie de vous lire juste un petit passage d'une lettre que j'ai reçue d'une étudiante qui a fait quelques mois de stage au campus, qui est dans une école de commerce, et puis qui a écrit à la direction de son école pour lui dire ce qui lui pose problème. Et je trouve que ça résume bien les enjeux qui, je crois, nous concernent tous au regard des choix d'investissement. Alors elle dit « Les cours rendent les étudiants bêtes. Tous s'accordent sur ce point. Beaucoup ne voient pas le problème, mais tous voient le bullshit. » Quand elle dit ne voit pas le problème écologique. Nous sommes une petite minorité à assister effarés à une apathie généralisée des étudiants d'écoles de commerce qui ne remettent absolument pas en cause le système en place. Ce sont les managers de demain et très peu ont un esprit critique qui concerne ces enjeux à la fin de la première année. Puis elle ajoute, un peu plus loin, l'éco-anxiété existe non pas parce que la menace est réelle, mais parce que les réponses sont infiniment insuffisantes. S'il vous plaît, prenez en compte cette urgence. Voilà, alors je trouve que c'est un petit arrêt sur image. Il y a plein de jeunes qui militent dans le mouvement pour un réveil écologique et ailleurs pour alerter sur ce qu'ils considèrent comme un décalage inouï entre le niveau d'intention affiché par les institutions, donc ça commence dans les écoles de commerce, mais ensuite ça se poursuit dans beaucoup d'institutions. Et ces étudiants, ils n'ont qu'une envie, c'est d'essayer de mettre leurs compétences au service de ce bien commun. Et donc, la question pour nous tous, c'est de se dire comment faire pour que ces choix d'investissement soient à la hauteur des enjeux. Et moi, il me semble, ça, c'est une chose que j'ai trouvée passionnante dans Mensuram Bonam, c'est vraiment cette invitation au discernement. Le terme est très souvent repris avec une invitation à regarder de près les choix. Vous le disiez tout à l'heure, à pas se payer de mots sur ce qui parfois est le politiquement correct de l'investissement socialement responsable, pour vraiment se demander si ce qui est fait est à la hauteur des enjeux. Et je crois, alors pour être aussi, je suis dans le comité des parties prenantes de Michelin, d'EDF, récemment là, d'un rapport qui va être qui est préparé par EPE, la entreprise pour l'environnement. Ben, moi, ce que je trouve très impressionnant, c'est de voir qu'il y a un discours qui était considéré quand même un peu d'activiste excité il y a quelques années encore, qui est repris par des personnes qui sont dans ces entreprises à un niveau très élevé pour nous alerter sur l'incohérence profonde des choix d'investissement qui sont faits par rapport aux besoins de transformation. Et donc, il me semble que pour nous, comme chrétiens, c'est vraiment ça la question d'un discernement, se dire, est-ce que ce que nous faisons, le fléchage de ces investissements, et notamment de la part des institutions chrétiennes, mais beaucoup plus largement, est-ce que c'est à la hauteur des enjeux? Et je crois qu'on peut dire que non. Et quand j'entends, moi, des comex de grandes entreprises qui disent, en fait, moi, je suis coincé parce que je dépends, quand on fabrique des pneus, des constructeurs automobiles et qui continuent à produire des SUV, et en leur demandant de produire des pneus les plus gros possibles. Alors voilà, la question, c'est quelle est la responsabilité politique de ces dirigeants pour pouvoir inviter à l'échelle planétaire à se dire il faut des réglementations qui nous permettent de flécher les investissements différemment. Et donc moi il me semble que dans ce souci de l'investissement, de la finance dite verte ou de l'investissement socialement responsable, voilà, quels sont les bons critères à pousser pour que ça soit pas justement quelque chose, que les décisions soient pas satisfaisante d'un certain point de vue, mais totalement insuffisante du point de vue des enjeux planétaires. Et ça, je pense que c'est le cri du pape dans Laudate Deum. Et je termine juste avec aussi cette invitation avant la COP 28 de dire, le pape nous dit, il y a besoin d'un processus radical, intense, et qui compte sur l'engagement de tous. Voilà, donc c'est ce qu'on essaye de faire au campus, mais avec, je pense, vous tous. Et donc, je pense qu'il y a vraiment se dire quelles sont les coalitions d'acteurs aussi qui permettent de changer au bon niveau. D'accord. Donc là, on est en place sur la question du comment et du comment à deux niveaux. Alors, on va accueillir, je reviendrai sur ce que j'allais dire, on va accueillir Philippe Royer. Alors, puisque vous parliez d'entreprise, Cécile Renoir, et que Philippe Royer a lui-même été entrepreneur, et puis même a présidé le mouvement EDC. Alors, je vous laisse reprendre votre respiration, peut-être boire une petite gorgée d'eau, même s'il y en a plein dehors et qu'on n'en manque pas, du coup.
Et peut-être, alors, vous invitez à... Je ne vais pas vous faire un petit cours de rattrapage pour pas faire perdre du temps à tout le monde, hein, mais de toute façon, je suis sûre que vous n'en avez pas besoin. Mais peut-être pour enchaîner sur justement les limites que peuvent rencontrer ou pas, selon votre expérience et votre point de vue, les entrepreneurs qui ont ce souci d'œuvrer pour le bien commun à travers leur entreprise, à travers les investissements qu'ils font. Donc, sœur Cécile Renoir, tout à l'heure, nous disait que certaines sont limitées finalement par les exigences aussi du marché, de la chaîne de valeur, des fournisseurs, enfin. Et comment on peut réagir ou agir dans ce genre de contexte quand on est mu par le bien commun, puisque vous-même vous avez écrit un livre qui s'intitule « S'engager pour le bien commun ». Notre monde a besoin de changer de paradigme et tous les acteurs de la société sont concernés. Donc, est-ce que vous pouvez illustrer ou compléter la réponse à cette question ? Oui, bonjour à tous. Excusez-moi du retard, mais j'ai eu 1h30 de bouchon, une grosse averse en arrivant, donc tout va bien. Je suis très heureux d'être avec vous, plus que jamais. Donc, par rapport à cette question, l'entrepreneur, il est pris dans une difficulté, c'est que, comme tous les autres, il est pris par cette somme des crises et des mutations qui pourraient nous faire croire que tout est foutu. Quand on regarde les choses objectivement, on pourrait se dire, quand on voit la somme des crises, des défis environnementaux, des problèmes politiques, de la violence dans le monde qui a jamais été aussi grandissante. Pourtant, plus que jamais, les entrepreneurs sont devant un défi et je pense qu'ils sont attendus par la société. Donc, et à un moment où la parole du politique n'a plus d'impact, malheureusement, la parole de l'Église a perdu aussi beaucoup d'impact parce que aujourd'hui, seuls ceux qui posent des actes vont pouvoir transformer le monde. Donc je pense que notre responsabilité d'entrepreneur, elle est plus forte que jamais d'associer notre liberté d'entreprendre et notre responsabilité. Et donc, il faut qu'on redevienne nous-mêmes entrepreneurs, des gens libres. On est comme les autres individus, on a été pris par l'individualisme et la société de consommation, on a été picousé à la consommation. Et donc, sur le plan anthropologique, il faut vraiment redevenir une personne. Et c'est cette personne qui dit, non mais là où je suis, j'ai la capacité à changer les choses. Si on veut changer, moi, changer la situation en Israël tout de suite, j'avoue que ça me touche beaucoup, mais je suis pas compétent et j'ai pas de clé. Par contre, on a tous la possibilité, en fin de compte, de quitter le fait d'être un individu individualiste, parce que je pense qu'on l'est tous un peu. Enfin, moi, quand je me regarde dans la glace, de temps en temps, je dis, j'ai encore des doses. Ça me reprend de temps en temps, et c'est comment je réentreprends ma vie au service du bien commun. Et pour moi, je vais revenir à votre question sur les limites. C'est pas pour les fuir, mais c'est de les poser peut-être au bon endroit. Le premier point, c'est de retrouver cette liberté d'entreprendre. 2, c'est de prendre conscience qu'on est co-créateur de la suite de l'histoire. Donc, et qu'à un moment où il y a du désespoir, on doit être ces acteurs d'espérance sur ça. Et quand bien même on bougerait des choses modestes là où on est, il faut les bouger. Moi, j'ai commencé comme ça dans un groupe qui était dans le secteur agricole. J'ai été dans le secteur qui était de l'agriculture productiviste. Et à un moment, on a eu cette prise de conscience et on s'est transformé. On était face à ces limites. Il y avait des agriculteurs qui n'étaient pas d'accord. J'avais des syndicats professionnels qui n'étaient pas d'accord. Et en fin de compte, on est allé réveiller le meilleur chez les agriculteurs qu'on accompagnait. Et en fin de compte, on a réussi à les convaincre que des pratiques avec moins d'antibiotiques, on a baissé de 80% les antibiotiques, on a baissé de 60% les pesticides. Donc il y a des choses possibles dès qu'on remet des gens debout. Moi, la première des choses à refaire, c'est mettre les gens debout, leur redonner leur dignité et leur redonner une vraie capacité à réfléchir et à arrêter d'être dans un tunnel ou qui nous conduit tous dans une impasse. Donc le monde doit changer, on a plein de limites face à nous, mais c'est un peu la caractéristique de l'entrepreneur de savoir transformer les menaces en opportunités. Et il y a des choses que je ne peux pas changer. La chose que je ne peux pas changer, je ne dois pas la porter. Bon, moi qui suis chrétien, je la dépose. Je la dépose pour avoir la légèreté et 100% de mon énergie à changer ce que je peux changer. Et je pense à ce cercle vertueux-là qui fait que si on déplace une limite, nous, qu'on crée un mouvement de gens qui dépassent leurs limites et qui, mieux que ça, sont attirés par un projet de bien commun, on remplacera des choses. J'étais avec 40 jeunes la semaine dernière qui viennent, suite à la lecture du bouquin, d'engager une action dans les villes. Voilà. Et puis, ils veulent se démultiplier. Donc, voyons tous les facteurs d'émergence qui sont en train d'arriver, parce que moi, je fais pas le pari du chaos. Il y aura des chaos. Je préfère passer mon énergie à la transformation du monde.
Alors, je voudrais quand même replacer aussi la question au niveau qui est effectivement donc des preuves de bonne volonté, des preuves de voilà, on prend des initiatives autour de cette table. Vous en avez donné les uns et les autres un certain nombre. La question qui commençait à émerger juste au moment où vous êtes arrivés, c'est mais il faut non seulement que les acteurs de bonne volonté se mettent en marche et des projets, mais il y a peut-être aussi quelque chose à changer à un autre niveau qui est plus, je sais pas, macro, qui est plus dans le fonctionnement de l'économie, voire même dans les règles et les normes de la finance. Donc là, on va un petit peu peut-être au-delà, mais je n'ai peut-être pas très bien lu Mensuram Bonham. C'est pas juste flécher les investissements. C'est aussi regarder comment fonctionne l'industrie financière, quels sont les verrous qui empêchent de récolter les fruits quand on est un intendant fidèle, qu'on pense utiliser l'argent, puis qu'on s'aperçoit que c'était du greenwashing, ou qu'on a accompagné finalement le développement de quelque chose qui n'était pas sur l'étiquette. Est-ce que je me trompe? Et je pose non seulement la question au panel, mais peut-être à vous aussi qui êtes dans la salle. Alors, je ne sais pas lequel d'entre vous, Alban, est-ce que vous avez dans votre activité cette dimension, c'est-à-dire accompagner aussi les acteurs financiers à prendre conscience des verrous du système de l'industrie financière, ou est-ce que ça n'est pas tout à fait dans votre champ, mais en termes d'innovation, il y a peut-être aussi des choses, ça vous parle peut-être. Et puis, la même question, je la pose ensuite à Éric Didio et bien sûr donc aux deux autres personnes qui sont ici, mais je vous laisse, je ne veux pas vous couper l'inspiration. Alban. Alors, pas évident de réagir après Éric, Cécile et Philippe, parce que je suis absolument d'accord avec tout ce qu'ils ont dit, donc je ne peux qu'aller dans leur sens. Je rebondirai peut-être seulement sur un point de Philippe là, à l'instant, sur l'entrepreneur qui change le monde. Il me semble que l'entrepreneur, en fait, il fait deux choses. Effectivement, il change le monde par son action, mais il doit aussi accompagner le changement dont il n'est pas l'origine. C'est-à-dire qu'à la fois, on a parlé d'intelligence artificielle tout à l'heure, l'investisseur, l'entrepreneur est en amont de la société, parce qu'en fait, c'est l'entrepreneur et l'investisseur qui permet à la société d'avoir accès à ces outils. Mais réciproquement, si on prend l'exemple, par exemple, de la volonté du Made in France et du développement de la volonté des personnes de consommer local, il me semble que c'est avant tout une aspiration collective, citoyenne, et qu'aujourd'hui, les entrepreneurs, et d'ailleurs les investisseurs aussi, et c'est notre cas, avons parfois bien du mal à pouvoir y répondre, quoi. Et donc, il y a cet enjeu, à mon avis, pour l'entrepreneur d'être connecté avec la société, d'être très proche, d'être ancré dans la société. Or, malheureusement, très souvent, le succès, notamment le succès financier, sépare de la société et sépare des autres. Et là, il me semble que l'entrepreneur chrétien et l'investisseur chrétien peut avoir une particularité, c'est-à-dire que par ses convictions spirituelles, par sa proximité, et on peut penser évidemment notamment à l'enseignement du pape François, mais sa priorité vis-à-vis des plus pauvres, eh ben, il peut, à mon avis, dire quelque chose que les autres entrepreneurs ne peuvent pas dire. Donc il y a peut-être une vocation particulière là de l'entrepreneur chrétien et de l'investisseur chrétien qui est peut-être une des clés de solution pour rassembler le monde de la finance, des entrepreneurs, des investisseurs et la grande société. Alors peut-être sur les verrous sur l'industrie financière, alors sur les normes, sur l'aspect, sur cet aspect-là, je laisserai Éric en parler parce que je pense qu'il est bien mieux formé que moi sur ce sujet. Mais moi, je vois un verrou qui m'étonne beaucoup, c'est autour des recrutements. Quand je parle avec les principaux patrons de fonds qui sont nos partenaires sur nos interventions, je vois que, et c'est très étonnant, beaucoup ont du mal à recruter. Et moi-même, je suis enseignant à Sciences Po depuis 5 ans, et chaque année, en début de rentrée, je demande à mes étudiants quel est le métier que vous voulez faire. Et ben, c'est assez étonnant de voir que, alors c'est un petit échantillon d'une 30aine d'élèves dans une école, mais là où on avait 2 tiers à 3/4 qui voulaient être dans la finance, aujourd'hui c'est moins du tiers. L'entrepreneuriat se développe largement, mais aussi plein de métiers à impact, des métiers un peu différents, à travailler dans le monde associatif, dans les fondations. Et donc je pense que il y a cet enjeu pour les recruteurs, ou en tout cas pour les structures qui sont établies, de pouvoir faire un discours de preuve qui permettra d'attirer les talents et demain pouvoir répondre à ces grands enjeux-là. Éric, la perche vous a été tendue. Merci Alban pour la belle perche. Je vais répondre en 2 temps.
La première, je pense qu'en termes de verrou, il y a toujours quand même, il ne faut pas se mentir, le verrou du rendement, de la rentabilité. C'est quand même le premier des verrous à faire sauter pour l'investisseur. Comment est-ce que j'arbitre et dans quelle mesure je regarde d'abord ce que l'investissement apporte avant de voir ce qu'il rapporte. Cette belle phrase, elle est de Saint Jean-Paul II. Comment est-ce que je regarde ce que l'investissement apporte avant de voir ce qu'il rapporte? La finalité, c'est ça. Quand je gagne 3%, c'est 3 sur 100. Donc le 100, le nominal, il a quand même été investi dans quelque chose. Donc il faut lever ce premier verrou que j'ai déjà entendu, et notamment j'ai le souvenir d'un économe diocésain qui me disait, par rapport à mes placements, pour faire vivre mon activité missionnaire, activité de tous les salariés que j'ai, il me faut du 4,5 de rendement. Voilà. Peu m'importe ce dans quoi j'investis, il me faut du 4,5 pour couvrir mes charges. Ce n'est pas un diocèse qui est ici. Ma chère Véronique, je précise. Mais c'est quand même assez caricatural. Donc, il y a ce verrou quand même à faire sauter. Sur la partie des normes, c'est quand même très compliqué. Je répondrai presque plus à titre personnel que professionnel parce que c'est très macro. J'ai toujours peur de la norme. Je trouve que la norme enferme et la norme empêche aussi une certaine liberté, dans la liberté dont Philippe nous rappelait tellement l'importance. Le risque de la norme, c'est finalement de se conformer à quelque chose qui n'est peut-être pas forcément bon et empêche la réflexion de tout investisseur. Je crois vraiment plutôt au discernement, comme ma sœur, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le discernement, le bon discernement du roi Salomon, qui demande à Dieu d'avoir cette intelligence pour discerner le bien et le mal. Et il me semble que cela passe davantage par l'éducation plutôt que par le côté coercitif, même si, évidemment, de temps en temps, certaines normes sont importantes, mais je resterai vraiment un peu en retrait. Tous les acteurs de la finance qui sont autour de la table connaissent bien l'importance des normes avec les différents régulateurs. Et Bertrand, bonjour Bertrand. Et je laisse donc la parole à Bertrand, notre invité mystère. Bonjour, oui, voilà, je vous avais annoncé comme invité mystère parce que je n'étais pas sûre que la connexion se fasse, etc. Et effectivement, vous n'étiez pas sur le programme, donc j'ai pas voulu briser le mystère tout de suite. Donc Bertrand Badré nous rejoint par visio. Alors Bertrand Badré, il est ancien de la Banque mondiale. Et puis, il est à la tête d'un fonds d'investissement qui s'appelle, je vais le dire en français, Bleu comme une orange. Alors, une vocation pour ce fonds un peu surréaliste, puisque c'est un peu parodier Paul Éluard, ce nom. Mais peut-être que vous arrivez à point dans notre conversation, puisqu'on était en train de se projeter dans l'avenir et de sortir un peu de notre réel, c'est-à-dire de l'investissement tel qu'il fonctionne, enfin le monde de l'investissement, les règles qui s'imposent dans cette industrie financière aujourd'hui. Quels sont les verrous à lever pour que la finance, effectivement, soit vraiment au service, ou puisse être au service du bien commun, une fois que les hommes de bonne volonté auront envie d'utiliser ce moyen-là. Et peut-être qu'on ne va pas aller trop avant sur le thème de la performance, puisque c'est l'enjeu de la table ronde suivante. Mais donc, Bertrand Badré, si vous pouvez réagir là-dessus, peut-être nous dire en quoi pour vous, Mensuram Bonham, qu'on nous a présenté tout à l'heure, est une feuille de route. Et puis, j'aimerais ensuite que Cécile Renoir reprenne le micro pour répondre à son tour. Je vous en prie, Bertrand. Vous êtes loin, là? Vous êtes à Abu Dhabi, non? C'est ça? Oui. Je suis à Abu Dhabi et en fait, je sors d'une table ronde avec une dizaine de représentants d'États dits vulnérables, insulaires ou en anglais landlocked, qui sont sans accès à la mer, donc des États dans la situation la plus difficile de la planète, qui se plaignaient précisément du fait que personne ne s'intéressait à eux et que la situation était de plus en plus difficile. Oui, on est dans le cœur du sujet. Donc merci, en tout cas je suis ravi, même à distance, d'être avec vous. Bonjour Cécile. Je pense qu'on est effectivement la question avec laquelle on tourne tous, c'est pas si les investisseurs peuvent, mais si les investisseurs doivent. Et le système aujourd'hui ne les incite pas, ne les encourage pas, ne les récompense pas
On est largement dans un système neutre. J'ai coutume de dire que j'ai 2 jobs. J'ai, pour parler franglais, un day job, un travail de jour qui est de montrer avec Blue Like an Orange que dans le système tel qu'il existe aujourd'hui, on peut quand même faire des choses. Donc il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt en disant non, le système m'empêche de. Mais c'est terriblement compliqué. Comme me l'a dit un de mes investisseurs, il m'a dit avec ton fonds, j'achète la performance financière et l'impact, c'est cadeau. C'est-à-dire que ça n'a pas de valeur. C'est-à-dire que dans le système d'aujourd'hui, tout ce que vous pouvez faire de bien, vous le faites parce que vous vous sentez bien, et c'est reconnu par personne. Le système est neutre. Vous pouvez faire le mal, vous pouvez faire le bien, c'est pas le sujet. Et ça, c'est vraiment l'héritage de ce qui a été posé par l'économiste Milton Friedman dans un article célèbre, plus célèbre d'ailleurs, peu de gens l'ont lu en réalité, mais de 1970 dans le New York Times, dans lequel Milton Friedman, en réponse à un débat de l'époque sur General Motors. General Motors, c'était la première entreprise du monde en 1970 et voulait ouvrir son conseil d'administration à des représentants du public interest, ce qu'on appellerait les parties prenantes aujourd'hui. Et Milton Friedman, dans cet article du New York Times, dit c'est absurde. Le public interest n'a rien à voir avec l'entreprise, n'a rien à voir avec l'objet de l'entreprise. Le public interest, c'est l'État, c'est les communautés, c'est tout ce que vous voulez. L'objet social de l'entreprise, c'est de maximiser le profit. Et un profit défini assez strictement. Vous allez en discuter à la table suivante, la performance, qui est une mesure, on peut en tout cas un proxy du profit. Et donc on est très largement enraciné dans cette vision où le seul sujet, c'est la performance financière. On le voit dans les modèles financiers, qui sont des modèles dits de risque-rendement, où pour un risque donné, on doit avoir un rendement donné. La manière dont calculer ce risque, la manière dont calculer ce rendement n'intègre pas les sujets qui sont ceux qui nous préoccupent, l'environnement, le bon état du territoire, la relation entre les gens, le bon fonctionnement de la société, n'a pas de valeur et ne rentre pas dans nos modèles. Ça nous interdit pas de faire le bien, mais ça nous encourage pas et ça nous récompense pas. Ce qui me pousse vers mon job de nuit, si je puis dire, mon travail de nuit, qui est de dire, ça serait quand même bien qu'on travaille sur le système. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de constater que le système est neutre et finalement ne nous entraîne pas naturellement dans la bonne direction. Et c'est là qu'il faut être un peu prophétique. Et c'est ce que j'avais dit quand j'avais été consulté sur Mansour Bonham. C'est pour ça que j'aime bien citer des encycliques du pape François aussi. Il faut bousculer les lignes. On ne peut pas se contenter d'un système qui ne nous satisfait pas. Il faut travailler justement sur tout cet appareil de normes qu'on connaît bien, qui sont aussi bien les normes comptables que la gouvernance, que les modes de rémunération, etc. Et ça, c'est un travail qui est très lourd, très compliqué, qui est d'autant plus compliqué qu'il n'y a pas de maître du monde. C'est-à-dire qu'en 1970, quand Milton Friedman, professeur à Chicago, écrit dans le New York Times « L'objet social de l'entreprise est de maximiser le profit », il y a très peu de voix dissonantes. Et donc, le système s'impose. Et je dis souvent en plaisantant, même François Mitterrand élu en 81, en 83 s'incline, et c'est ce qu'on appelle après le consensus de Washington, etc. Donc, on est dans ce système qui été qu'à peine ébranlé par la crise financière de 2007-2010, à peine ébranlé par les crises qu'on vit depuis. Donc, on voit bien les limites de système, on l'a bien vu, parce qu'effectivement, il pousse à une maximisation à tout prix, et pas une maximisation au mieux. Donc, ça a été des sujets, notamment pendant la crise du Covid. Mais on a beaucoup de mal à faire émerger le nouveau système. Et c'est ça pour moi le combat prophétique auquel on est tous en ligne dans cette salle appelée, c'est de ne pas se contenter du système tel qu'il fonctionne aujourd'hui. On doit vraiment aller de l'avant, encore une fois dans un environnement qui est très adverse. Il n'y a pas de maître du monde, il y a des approches extrêmement différentes de ces sujets. Il y a un pis-aller, si je puis dire, qui sont les approches dites ESG, donc la prise en compte par les métiers de l'investissement des normes environnementales, sociales et de gouvernance. C'est très bien en ce sens que ça met ces sujets sur la table, ça force à en parler, et globalement, c'est quand même plutôt dans la bonne direction. Et c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. On doit aller beaucoup plus loin. Et toute la faiblesse du dispositif dans lequel on s'est mis aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de coercion. En 2015, on a adopté, qui est d'une certaine manière une réponse à la crise financière, les accords de Paris sur le climat et les objectifs du développement durable. On s'est remis à cette époque à une forme de main invisible. On s'est dit, si les objectifs sont bons, le système va se mettre en mouvement et va aller dans la bonne direction. Et on s'aperçoit que c'est pas du tout le cas. On s'aperçoit avec 8 ans de retard ça a été rappelé aux Nations Unies il y a un mois, sur les objectifs du développement durable, il y en a 13 ou 15%. On est à peu près en ligne, et le reste, on est soit très en retard, soit carrément même dans l'autre direction. Donc on voit bien qu'on se raconte encore pas mal d'histoires,
et que je pense notre responsabilité, c'est de pas contribuer à raconter plus d'histoires, et de travailler, encore une fois de manière prophétique, à amender le système. Je pense qu'on est tous responsables. On a tous une responsabilité, quel que soit notre niveau, comme consommateur, comme investisseur, comme entrepreneur, comme fonctionnaire, comme tout ce que vous voulez, à pousser dans une direction. Pour moi, encore une fois, dans le système tel qu'il existe aujourd'hui, on pourra faire des choses, mais on n'ira pas assez loin. Il faut rentrer dans le dur et d'une certaine manière, effacer la phrase de Friedman à un moment donné. Alors, il y a un professeur d'Oxford que j'aime bien, Colin Mayer, qui dit l'objet social de l'entreprise n'est pas de maximiser le profit. L'objet social de l'entreprise est de trouver des solutions profitables aux problèmes de la planète et de ses habitants. Et pas de créer des problèmes pour en profiter, incidemment. Et donc, c'est pas dire que le profit est mauvais. Le profit est légitime. C'est ça qui permet à l'entreprise de se perpétuer. Mais le profit est légitime parce qu'il est en lien avec une réponse à des sujets qui nous affectent, nous, et qui affectent notre planète. Pour l'instant, c'est toujours nous, c'est toujours cette planète, peut-être ça changera un jour. Et donc, c'est bien ça le défi auquel on est confronté. Comment, d'une certaine manière, on change notre operating system. Alors, et ça, c'est très difficile. Alors justement, poursuivons comment, Cécile Renoir, et qu'est-ce que ça vous inspire ? Oui, merci. Alors, je prolonge, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Bertrand Badré sur la nécessité, et l'appel très fort pour nous chrétiens à pas nous voiler la face sur les dilemmes tragiques, on pourrait dire, auxquels nous sommes confrontés, et peut-être se demander beaucoup plus fortement quelles sont nos marges de manœuvre pour d'une certaine façon porter un plaidoyer politique aussi sur les règles du jeu déterminantes à changer. Et quand Bertrand vient d'évoquer la question de la comptabilité, il y a ces propositions de changer les normes comptables, ce qui va de pair aussi avec une réflexion sur la fiscalité et sur la double matérialité. Donc l'Europe est porteuse de cela. Ça n'est pas simple. Moi, je pense que c'est un vrai sujet de se dire comment est-ce que ça va être porté à temps et à contre-temps, parce qu'il faut quand même reconnaître qu'à la fois on marche sur la tête et qu'on va dans le mur, pour reprendre les mots du secrétaire général de l'ONU qui invite à discerner si nous voulons aller dans le suicide collectif ou la coopération. On peut dire que là, tous les clignotants sont au rouge et que nous sommes en train d'aller droit dans des stratégies de suicide collectif. Donc ça suppose de revoir les chaînes de valeur mondiales, de réfléchir, et là je reprends les termes qui ont été utilisés là dans les préparations de ce rapport de PE, je ne sais pas ce que ça va donner au final, mais moi en off, les gens me disaient mais il faut plaider pour la décroissance des volumes de production et de consommation, et arrêter de dire que c'est possible d'investir dans des entreprises de grande consommation qui sont très bien classées d'ailleurs en termes d'ESG. Et c'est juste pas possible, en fait. Et donc, c'est ça, l'étudiante que je citais tout à l'heure, c'est exactement ce bullshit, pour reprendre ces termes, qu'elle dénonce et que beaucoup d'étudiants dénoncent. Et c'est pas des fous furieux, voilà. Et ce sont des personnes qui sont animées par le souci du bien commun, de la justice sociale et écologique, qui essayent d'entendre le cri des pauvres et le cri de la terre. Et voilà. Et donc, moi, j'ai très souvent l'impression, mais je pense comme beaucoup ici, c'est ce que Bertrand disait du travail de jour, que le système actuel est complètement contradictoire avec l'urgence écologique et sociale. Et donc, la question, c'est quand même comment être stratège. Je pense souvent à ce que dit Jésus dans l'Évangile en disant il faut être rusé comme des serpents et doux comme des colombes. Donc, quelle est la ruse ? Les ruses qui vont permettre à vous qui êtes dans des enceintes dans lesquelles vous pouvez essayer de peser, quelle est la bonne stratégie au bon niveau ? Parce que voilà, c'est vrai qu'il peut y avoir l'usine à gaz du reporting extra-financier, où en fait, moi je me rappelle il y a 15 ans quand je démarrais ma thèse, des gens de chez Total m'avaient dit mais nous on est bien meilleurs en reporting, pas du tout dans nos actions réelles, si on ne veut pas se voiler la face. Et donc la question c'est quels sont, pour pas être dans l'inflation des normes, c'est vraiment quels sont les bons critères qu'il faut changer pour faire bouger les choses au bon niveau. Et là, je pense que c'est là que la responsabilité, d'une certaine manière, vous revient en premier. C'est parce que vous êtes les mieux placés pour dire stratégiquement
qu'est-ce qui peut permettre de faire bouger les choses? Et je termine juste alors en évoquant le travail qu'on a fait avec un collectif de 70 enseignants-chercheurs, quelques étudiants du mouvement pour un réveil écologique, quelques doctorants et puis des praticiens, qui a donné lieu à la publication du manuel de la grande transition, dont une version poche paraîtra en janvier. Et l'idée, c'était de travailler à un socle commun de connaissances et compétences pour la transition, pour pouvoir essayer là, de favoriser des changements dans les cursus de toutes les écoles et universités. Et on a réfléchi en essayant de proposer une approche dite transdisciplinaire, avec 6 portes d'entrée. Et je le dis parce qu'il me semble de temps en temps, on peut être complètement bloqué par les manières de faire qui font qu'on regarde les choses avec un point de vue, avec des œillères. Et donc, le grand enjeu, c'est comment est-ce qu'on essaye de regarder, de réouvrir en fait les possibles. Et du coup, je vous cite juste très rapidement les 6 portes du manuel, avec l'idée qu'on est appelés les uns et les autres à passer par ces 6 portes. Alors, on a pris des mots grecs, pas pour faire jargonnant, mais parce que ça permettait de moyens mnémotechniques. Il y a les mots grecs qui sont dans économie et écologie, donc vous retrouvez oikos, nomos, logos, et puis on a rajouté ethos, praxis et dynamis. Alors je vais les prendre juste dans l'ordre dans lesquels elles sont dans le manuel. Donc oikos, c'est en gros qu'est-ce qui se passe sur notre planète Terre, et donc c'est l'invitation, alors pour parler comme Kate Raworth avec l'idée du donut, quelles sont les frontières ou les limites planétaires et comment créer et partager de la valeur en respectant un plancher social et un plafond environnemental. Donc ça, c'est oikos, le diagnostic, donc entrer dans une pensée complexe. Deuxième porte, ethos, alors qui est beaucoup promu, et je pense, voilà, dans Mensuram Bonam. Ethos, quels sont les enjeux d'un discernement éthique? Donc, comment réfléchir au bien vivre aujourd'hui et demain et aux responsabilités partagées, on pourrait dire communes et différenciées pour parler le langage des COP. Donc, ethos. Troisièmement, ça nous amène à nomos, enfin ce sur quoi finalement vous et nous sommes engagés. Quelles sont les règles du jeu? Et peut-être comment est-ce qu'il faut changer les règles du jeu? Et quelles sont celles qu'il faut vraiment changer si on veut être au bon niveau? Nomos. Logos, c'est la question des mots, des récits, des imaginaires, cette rationalité symbolique. Et je pense comme chrétien, on est porteur aussi de toute une capacité à donner une vision espérante d'un monde dans lequel il peut faire bon vivre. Donc le logo, c'est voilà, comment est-ce qu'on va travailler à ces récits qui embarquent collectivement. 5e porte, praxis, la question de l'agir, de l'action, des échelles de l'action des acteurs, en se disant aucun acteur n'a la solution tout seul. Donc quelle coalition multi-acteurs, multi-échelles? Et c'est bien le cri du pape dans Laudate Deum, c'est de dire il faut repenser le multilatéralisme. Comment est-ce qu'on fait? Et tous sont concernés. Et puis enfin, dynamis, les enjeux de reconnexion, et donc on pourrait dire la dimension proprement spirituelle, reconnexion à soi, aux autres, à la nature et à Dieu. Et donc comment ça nous invite à lutter contre le sentiment d'impuissance ou d'éco-anxiété pour avancer en cultivant cette espérance engagée. Voilà. Et il me semble que essayer de travailler sur ces portes collectivement en se disant certains vont être davantage porteurs de tel ou tel, c'est aussi une manière de réouvrir et de se dire finalement peut-être qu'il y a un éléphant dans la pièce là et qu'il y a finalement 1 ou 2 enjeux absolument clés sur lesquels les investisseurs, les gestionnaires d'actifs doivent particulièrement travailler. Alors, merci. Là, c'était la philosophe en Cécile Renoir qui a pris le dessus. Mais finalement, elle redit d'une certaine manière ce que j'ai lu dans votre livre, Philippe Royer, quand vous dites qu'il faut passer du tout est foutu du tout est foutu au tout est lié. Et avec la transdisciplinarité, on en a une illustration. Mais je voudrais donner la parole à Alban Durostu parce que quand on s'est eu au téléphone pour préparer ce moment, à un moment donné aussi, vous avez fait un petit speech sur la 3e voie du capitalisme auquel vous croyez et auquel vous essayez d'œuvrer à travers le fond du bien commun. Alors, c'est une 3e... Pardon, là on était en plein dans la critique quelque part d'une certaine vision du capitalisme. Non ? Pardon, allez-y si vous voulez répondre, Cécile. Non, c'est vous. Parfait. Alors c'est une 3e voie très pragmatique et je ne m'aventure pas sur le domaine, dans le domaine philosophique, mais
Moi, ce que j'observe, c'est que la distinction entre les associations d'un côté et les entreprises de l'autre ne va pas tenir longtemps. En fait, dans 10 ans, probablement que ça n'existera plus, ou en tout cas plus sous cette forme-là. C'est-à-dire qu'il y aura plus d'entreprise qui pourra lever des fonds ou attirer des talents si elle est là que pour le profit. Et là, j'ai l'exemple, par exemple, du principal fonds tech parisien, dont je ne citerai pas le nom, mais que tout le monde connaît. Et je parlais récemment avec leur managing director en m'étonnant qu'ils n'aient pas de fonds impact. Pas de fonds impact venture. Ils m'ont dit qu'ils avaient fait l'audit sur les deals qui étaient passés récemment en comité et qu'en fait les 3/4 des deals qui étaient passés en comité avaient une dimension d'impact. Et en fait, c'est un peu comme Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans s'en rendre compte. C'est qu'en fait, les fonds d'investissement commencent à faire de l'impact sans s'en rendre compte eux-mêmes. La raison principale, quand je l'interrogeais sur ça, il me disait que c'était parce qu'en fait, c'est des juniors, des plus jeunes qui font le premier filtre de sélection et qu'en fait, pour eux, dans cette tranche d'âge-là, et c'est totalement intégré qu'il faut qu'une entreprise intègre des éléments d'impact sociétal et écologique. Donc, je pense que sur le côté des entreprises, il y a une obligation, en fait, une nécessité à évoluer et de ne pas être là que pour l'argent. Puis de l'autre côté des associations, là, la donne est aussi très compliquée puisque les dons baissent de façon assez structurelle. Alors évidemment, il y a l'Ukraine, il y a de temps en temps des événements qui font, mais quand on prend une tendance de plus long terme, il semble que ça baisse. Et par ailleurs, les subventions publiques sont de plus en plus conditionnées. Et donc, il y a urgence pour nous qui sommes des financeurs à la fois en dons et en investissement d'innover et de trouver un modèle intermédiaire qui est entre les associations et les entreprises. Et on voit qu'on tâtonne, il y a les contrats impact social, les fonds de dotation, les fondations actionnaires, enfin, il y a plein de modèles qui essayent de se développer sans qu'aucun ne prennent l'ascendant complètement. Mais nous, on essaye d'agir assez activement sur ce sujet-là. Je prendrais peut-être juste l'anecdote pour montrer quand même l'aberration du modèle actuel. Nous, on soutient une association qui fait de la formation professionnelle dans les quartiers difficiles et qui a dû arrêter de former des personnes parce qu'ils atteignaient assez rapidement le plafond qui allait les requalifier en entreprise. Et donc, ils se sont dit, ah ben non, surtout pas, je ne veux pas le faire, sinon je perds ma capacité à tirer des dons. Donc je pense qu'on met le doigt là sur le besoin pour le modèle légal d'évoluer également. Merci beaucoup. Je crois que vous avez les uns et les autres déjà lancé plein de sujets et permettez-moi de passer la parole à la salle qui pourrait éventuellement vous questionner pour vous demander d'approfondir quelque chose qui les intéresse et qui leur fait entrevoir comment se mettre en marche justement pour le bien commun là où l'on est. Alors, est-ce que des personnes veulent profiter de la présence de personnes pas très faciles à réunir, hein, vous l'avez vu, hein, Philippe a mis du temps pour arriver jusqu'ici. Bertrand nous a rejoint in extremis et depuis très très loin. Alors, est-ce que vous avez des questions, des interventions pour nourrir nos échanges sur... Sinon, je veux bien rebondir sur un point. Rapide. Moi, je partage le principe du réalisme, de pas avoir peur de nommer cette réalité. Donc, on nomme pas cette réalité. Donc, pour moi, c'est un principe de base. Et on est déjà intervenu avec Bertrand et je suis complètement en phase avec tout ce qui a été dit. Le deuxième point, je pense qu'il faut une pensée dans un monde où on pense plus. Il faut penser un modèle et il faut le dupliquer. Et il faut que les chrétiens jouent cohérents et soudés pour porter un modèle. Parce que si on part chacun dans des chapelles, on sera inaudible. Mais quand on a dit ça, je pense qu'on n'a pas dit l'essentiel. Moi, je pense que le vrai changement passera par le 6e point, qui est le spirituel. Enfin, moi, dans ma vie, le changement, il est passé par le spirituel et l'ouverture de mon cœur. Je pense que c'est la vraie clé de transformation du monde. Elle est spirituelle, c'est-à-dire qu'on s'occupe de l'important et on va mettre un peu d'essentiel qui est le spirituel. Non. Il faut commencer par l'essentiel, qui est le spirituel, et fort de cet essentiel, on sera éclairé. L'enjeu, c'est qu'on enlève en nous ce qui fait obstacle à Dieu pour être ces acteurs de la transformation du monde. Pour moi, c'est dans l'autre sens qu'il faut prendre le schéma, et c'est de partir de cette dynamique spirituelle dans laquelle j'enlève ça. Et comme la parole, même si on la pose, elle ne compte plus. Elle ne compte plus si les actes ne sont pas cohérents. Moi, le choix que j'ai fait, c'est d'aller m'occuper des pauvres. Parce que je pense que j'ai remarqué que dans l'Église, tous ceux qui étaient populaires et qui étaient capables de toucher, d'ouvrir les cœurs, c'est ceux qui s'occupaient des pauvres. Et comme
je peux pas toucher à titre personnel à toutes les fractures. Je suis heureux de venir soutenir Jean-Baptiste et sa pensée et autres. J'ai traversé la France pour ça. Et je pense qu'il faut absolument, c'est des briques indispensables. Mais je pense que le point d'inflexion, ça sera quand les chrétiens vont se rendre compte qu'on est du bon côté de la fracture sociale et qu'on va chercher un par un les gens qui sont pas du bon côté de la fracture sociale. Je fais le pari que si on fait tout ça au niveau des chrétiens, ils vont nous écouter sur notre mode de pensée. Parce que on parle trop en tant que chrétien de ces questions-là, mais on le fait pas. On le fait pas assez. Et donc l'enjeu, c'est qu'on voudrait que le monde change, mais nous, on change pas vraiment. On voudrait que ce soit les autres qui changent. Et ça sera pas que des publications. Est-ce que je m'occupe du pauvre qui est dans mon quartier? Enfin, je pense qu'il faut revenir à ce côté pragmatique. C'est vraiment pour moi la clé de transformation, et y compris qui permettra à ce que la finance. Voilà. Mais je pense que le pari, c'est le pari du cœur. Oui, merci. Cécile. Juste pour prolonger, et il me semble que ça veut dire aussi se mettre dans la question sur les changements profonds des modes de vie qui sont nécessaires. Et donc ça, c'est des questions pas faciles, parce que c'est tout autant se dire quelle est mon empreinte carbone. Et je dis pas qu'il faut pas plus prendre le d'avion, mais c'est le faire de manière extrêmement raisonnée. Moi, j'ai en tête une conversation avec une jeune qui a passé 1 an et demi au campus, une jeune ingénieure, qui m'a dit un jour en me regardant droit dans les yeux, Cécile, moi je prendrai plus jamais l'avion pour que des gens comme toi puissent encore un peu le prendre. Et puis quelques semaines après, ses parents sont venus au campus et sa mère m'a dit, mais vous savez, elle voulait être pilote de ligne. Et je dis, c'est juste un exemple. Et puis, c'est pas pour focaliser sur l'avion, sur d'autres choses, mais c'est reconnaître, en fait, qu'on est sur c'est des modèles. Je discutais avec quelqu'un d'Air France il y a quelques jours, qui est tout à fait conscient que là, de dire qu'on multiplie par 2 l'aviation, les vols d'ici, dans les 20 années qui viennent, c'est juste pas possible. Enfin, ou c'est possible selon une certaine logique, mais c'est-à-dire on est en train d'aller droit dans le mur. Quand on lit sur le discussion aussi avec au secrétariat général de la planification écologique et qui vous disent, il y a des choses, on a été obligé de faire du compromis parce qu'il y a des choses qui passent pas, mais qu'on regarde quand même pour la stratégie française bas carbone, les besoins en lithium, en cuivre, en cobalt, et qu'on voit en tout petit, d'ailleurs dans le résumé du plan de la planification écologique française, que la France, selon les scénarios, doit s'arroger entre 3% et 9% de l'offre mondiale de lithium et de cobalt. Donc c'est de toute façon impossible d'y arriver. Et donc ça veut dire, ne nous voilons pas la face sur le fait que dans ce qui est prévu, la stratégie française bas carbone, en fait, en l'état actuel, elle est inatteignable, ce qui veut bien dire qu'il faut, c'est la sobriété plus. Donc, et donc tout ça, ça veut dire nous mettre dans la question. C'est à la fois se rendre plus proche des plus vulnérables, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on change, nous, dans nos modes de vie pour être audibles aussi à l'échelle internationale. Parce que c'est quand même vrai que les plus pauvres à travers la planète ont un légitime droit à accéder à des biens et services de base. Et donc, pour y arriver, la question de l'équité mondiale, c'est aussi consentir à ces choix qui peuvent être perçus comme douloureux, mais ça, c'est un peu ce qu'on essaye de faire au campus, c'est de montrer qu'on peut vivre, comme dit le pape d'ailleurs à la fin de Laudato Si, intensément avec peu, et que ça nous rend heureux, et que ça donne du sens, et qu'il y a du point de vue entrepreneurial plein de choses à inventer. Merci Cécile. Donc vous avez suscité une question ou une réaction. Un micro peut-être ? Merci Eric. Merci beaucoup pour vos interventions respectives. Moi, j'avais une question pour Alban et Bertrand par rapport au verrou qu'a cité Eric sur les rendements. En tant qu'investisseur, est-ce que vous vous êtes posé la question et comment, si oui, j'imagine, sinon vous ne seriez pas là aujourd'hui, comment vous répondez à cette notion du verrou ? Mais sur l'investissement financier, pas sur les donations. Je veux bien que vous répondiez, mais peut-être en considérant que ça sera une transition pour la table ronde suivante qui va être plus particulièrement axée sur ce point. La réponse, elle est malheureusement très simple dans le contexte actuel. Soit c'est votre argent et vous en faites ce que vous voulez, soit vous gérez l'argent des autres. Si vous êtes un assureur, vous êtes un fonds de pension, vous êtes une caisse de retraite, peu importe. Et là, vous êtes soumis à ce qu'on appelle les obligations fiduciaires. Et au premier rang de ces obligations fiduciaires, c'est vous devez être payé pour le risque que vous prenez. Point barre. Et je reviens à ce que je disais en introduction. Ce que m'a dit un de mes investisseurs, je prends ta performance financière, elle est OK par rapport à ton risque, et tout ce que tu fais en plus, c'est cadeau, c'est gratuit.
mais ça n'a pas de valeur pour moi. Ça ne rentre pas dans mon reporting, donc je le prends parce que c'est bien. Et je reviens à ce que je disais, le système, malheureusement, il a des effets pervers, mais fondamentalement, il est neutre. Il n'empêche pas de faire ce que fait Alban, il n'empêche pas de faire ce que je fais, mais en gros, il ne le valorise pas. Voilà. Et donc, ce qu'il faut espérer, c'est que les choses aillent dans le bon sens, naturellement, qu'on crée un mouvement de fond qui petit à petit s'impose par nos actions individuelles aux régulateurs, aux normes, etc. C'est ça l'enjeu des prochaines années. L'autre point, je rebondis, j'avais pas vu Philippe qui sur mon écran était caché, mais bonjour Philippe, sur ce que tu disais. Je crois qu'effectivement, il faut être assez pragmatique. Je veux dire, il n'y a malheureusement pas de baguette magique, pas de grand soir. Moi, j'ai beaucoup tourné dans la sphère internationale et les Français sont connus pour être ceux qui disent il suffit de prendre la Bastille et d'abolir les privilèges pour créer quelque chose. Malheureusement, ça marche pas comme ça. C'est des travaux de long terme. Et il faut faire très attention, c'est que l'Europe est plutôt en avance sur ces sujets-là, avec je veux dire, des outils qui sont les outils européens, qui sont la réglementation et la taxation, pour faire très court. Mais il ne faut pas qu'on fasse ça tout seul. Ma vraie crainte, et c'est ce que je veux dans la conférence à laquelle je participais juste avant, il ne faut pas que l'Europe se transforme en Boboland, c'est-à-dire que après avoir erré dans la lumière, on trouve comment faire un nouveau capitalisme, on l'impose aux autres, alors même que ces autres-là n'ont pas atteint notre niveau de développement. On a un énorme travail de compréhension. C'est vrai, je reviens aux encycliques en particulier. Nous, catholiques, on a une dimension universelle, et il faut qu'elle soit vraiment et authentiquement universelle. On n'apporte pas la lumière au monde, on en discute ensemble. Merci. Oui, alors le micro, s'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'il n'y a pas Jean Pougeol du Chemin Neuf, est-ce qu'il n'y a pas une autre porte qui est celle du partage? Le partage se systématise pas, mais c'est un vrai modèle économique, et c'est le modèle économique qui nous est proposé en Acte chapitre 2 et puis repris en chapitre 4. Ça se systématise pas, mais ça peut se promouvoir. Et est-ce que la seule façon d'échapper au conflit d'intérêts par rapport au rendement, parce qu'on est tous exposés à partir du moment où on a du capital à ce conflit d'intérêts, est-ce que la seule façon de ne pas s'en sortir, c'est de ne pas être capable de poser des actes de renoncement et de partage? Et donc ma question, c'est comment dire, on sent bien que y a un système, et c'est ce que vous disiez, pardon, j'ai oublié votre prénom. Bertrand. Et avec des obligations vis-à-vis des porteurs, vis-à-vis de ceux qui vous confient une épargne. Et en même temps, si on ne promeut pas quelque chose de plus radical, on reste prisonnier d'un système qui ne fonctionne qu'avec plus de croissance et qui ne peut pas marcher avec de la sobriété. Donc, enfin voilà, je ne sais pas comment articuler les deux, mais en tout cas, j'ai cette conviction que le partage est la clé de beaucoup de nos problèmes. Bertrand, et puis ensuite Philippe et Cécile. Non, mais vous appuyez là où ça fait mal, si je puis dire. C'est vrai, j'avais eu même pas un succès d'estime à une conférence que j'avais donnée à Washington quand j'y habitais. J'avais été invité par une des grandes associations philanthropiques américaines. Effectivement, la philanthropie aux États-Unis, c'est quelque chose de beaucoup plus spectaculaire qu'en Europe et qu'en France. Donc beaucoup de gens dans la salle. Et je leur avais dit, au fond, de manière provocatrice, il faut que ce que vous fassiez soit le contraire. Pardon, je suis désolé, j'ai mes écouteurs qui tombent, soit le contraire de l'Évangile. Dans l'Évangile, il est écrit que ta main droite ignore ce que fait ta main gauche. Et je leur dis, il faut faire précisément le contraire. Parce que le modèle américain, c'est d'un côté, avec ma main droite, je fais le maximum d'argent le plus vite possible, et avec ma main gauche, comme je donne tout va bien. Et j'aurais dit, vous abîmeriez un peu moins avec votre main droite, vous auriez moins à réparer avec votre main gauche. Et donc d'essayer de retrouver une espèce de dynamique sans avoir deux cerveaux, un qui est capitaliste et qui dit je maximise, et l'autre qui est généreux et qui dit je répare. Et donc voilà, il faut qu'on touche à ces questions-là. Pour l'instant, et j'aime bien ce qu'a dit Alban, j'espère que ça va converger. Et on peut pas rester dans des cases où d'un côté on fait des choses, de l'autre on ne fait pas. Il faut revenir aussi à Benoît XVI, Caritatis in Veritas, où il y a du partage, de la gratuité. Enfin, il y a tous ces éléments-là qui n'ont pas de valeur. Et précisément parce qu'ils n'ont pas de valeur, on en a beaucoup. Alors très vite, parce qu'il nous reste 5 minutes. Juste en 30 secondes, simplement dire que l'accumulation dans laquelle on est tous embarqués nous rend tristes et nous met dans la peur. Seule la joie du partage
peut nous sortir du schéma de manière dynamique. Et il faut dire aux gens, il faut leur révéler qu'on était heureux. Une fois, Jean Covici disait, il disait, mais vous, les religieux, parce que tout ce qui est spirituel et religieux, il dit, c'est vous qui avez la clé, comme le disait Cécile. Il dit, moi, je suis pas capable d'expliquer que la sobriété, ça rend heureux. Voilà. Et nous, on a tout pour expliquer que la sobriété, ça rend heureux. Magnifique. Peut-être pour rebondir aussi à ce que disait Bertrand, c'est que oui, partager et partager autrement, oui, mais la question, c'est justement comment est-ce qu'on crée d'une manière qui soit beaucoup plus juste. Et moi, voilà, pour donner l'exemple très concret du campus, eh bien, je suis en train d'aller chercher de l'argent pour du mécénat, pour une association qui a exactement les mêmes problèmes que ce qui était décrit, c'est-à-dire on est en train de se dire en plus si on fait trop de formations, voilà, on va être requalifié, etc. Ça va être un problème. On est dans une situation financière très compliquée parce que notre modèle est fortement durablement hybride. Et en même temps, là, moi, je vais essayer de demander de l'argent à des gens dont par ailleurs je dénonce très fortement les pratiques, donc qui n'ont pas du tout envie de donner. Et donc c'est typiquement, et je vois avec ma congrégation, c'est pareil, pour avoir eu de moult discussions avec l'économie générales successives, on se dit bah oui, mais t'es sûr qu'il faut investir nos fonds dans des multinationales qui sont totalement incohérentes par rapport à ce qu'on prône, et on a les mêmes sœurs qui font des sittings, qui risquent leur vie en Amérique latine ou en Asie, et puis on se dit mais oui, il faut financer certaines retraites de nos sœurs en Afrique ou ailleurs, et donc on a aussi besoin de ça. Donc je pense qu'on est tous pris dans ces mêmes problématiques et tensions extrêmement fortes. Mais voilà, mais il y a un moment donné, justement, quand on voit qu'on est sur des trajectoires qui nous font aller vraiment dans ce mur qu'on dénonce, et dire quelles sont les créations de création et partage, mais je dirais vraiment les deux ensemble. Parce que sinon, on est dans cette logique anglo-saxonne de faire grossir le gâteau pour partager plus équitablement, mais ça ne résout rien et ça ne fait qu'aggraver le problème. Alors, il y a certainement des idées de projets de cet ordre-là qui font appel à des dons sur Credo Funding. Un petit mot avant de passer peut-être la parole à la dernière personne qui a levé la main. Je suis désolée, on va déborder un petit peu et retarder donc la pause qui vous attend. Oui, justement, Eric. Oui, merci Jean pour cette remarque sur le partage. On a déjà un peu parlé ensemble. Je pense que le partage, en fait, il est tout le temps. Il n'y a pas de dichotomie à faire. Il est dans la relation directe entre un investisseur et celui qui est financé, dans la recherche de la justice, du juste taux. Qu'est-ce qu'on partage en fait ? Dans ce taux, dans ce rendement, c'est ce qui me revient pour l'aide que je t'accorde par le financement et ce qui doit te revenir aussi comme la valeur ajoutée que tu veux apporter. Et si à chaque fois on recherche la justice en tout, de ce qui est dû aux parties prenantes, on sera déjà dans cette forme d'un vrai partage de la création de la valeur. Donc c'est plutôt, de mes yeux, les deux mains qui donnent et qui investissent, pas l'une qui donne et l'autre qui investit. Au moins, il n'y a pas cette dualité dans le cerveau entre le cerveau qui investit, celui qui donne. Et je crois que c'est vraiment possible dans cette recherche de cette belle vertu de justice qui est aussi un éclairage en termes d'investissement. Est-ce que je peux apporter juste une nuance sur ça ? Alors, je veux pas contredire ce qui a été dit parce que je le partage très largement. Néanmoins, il y a un acteur dont on n'a pas parlé et qui, à mon avis, complique un peu la chose, c'est l'État. En fait, on n'a pas parlé de l'État, et là, ce dont on parle, c'est une petite activité, une petite poche financière à côté de l'immensité des budgets d'État pour essayer d'agir sur la société. Et quand on pense au modèle, je pense à la Fondation Gates en particulier, mais au modèle de grands philanthropes américains, on ne peut pas ne pas voir non plus des impacts sociétaux à très grande échelle qui sont positifs. L'éradication de la polio, par exemple, en est un. Alors évidemment, le modèle de la Fondation Gates pose question et il n'a en aucun cas mon objet de vouloir le promouvoir à tout prix. Mais malgré tout, il me semble que ce modèle-là, qui a permis de créer des fortunes assez importantes et de pouvoir, grâce à leur engagement philanthropique du Giving Pledge, avoir des actions philanthropiques à très grande échelle, permet quand même de répondre à certains des grands problèmes que l'État ne traite pas. Bonjour, merci, ravie d'être avec vous. Claire Douchy, donc je travaille à la Société Générale. Alors, je reviens un peu à Mesuram Bonam, parce qu'effectivement, il y a un appel au discernement au moment où on investit. Donc vous l'avez bien expliqué, et Cécile, vous l'avez effectivement extrêmement expliqué, il faut changer notre manière de voir les choses, il faut changer aussi soi-même. Et puis il y a, quand on est investisseur, quand on a ensuite investi.
qu'est-ce qu'on fait quand on est déjà investisseur et quel rôle, en tant qu'investisseur, une fois qu'on a fait ses choix, on peut continuer à jouer dans la transformation et dans la transition. Et donc, c'est une question pour Bertrand, c'est une question pour Alban ou pour vous. C'est une fois que vous avez investi, quels sont les sujets sur lesquels vous avez envie d'avoir du levier et comment vous accompagnez encore et toujours plus vos investissements à progresser en transition. Je peux vous donner une partie de la réponse. L'argent n'est que le prolongement financier de l'intention de l'investisseur de vouloir soutenir aussi une cause ou d'investir dans quelque chose. Je crois à la rencontre physique avant tout. On parle beaucoup de digital, mais c'est aussi promouvoir la rencontre entre l'investisseur et celui qui est financé. Ça, c'est le premier élément. Et puis, on parlait beaucoup de reporting. De notre côté, on établit des reportings semestriels sur l'impact, mais plutôt les fécondités du projet au regard de la doctrine sociale de l'Église. Et on oblige nos porteurs de projets à avoir cette dimension où ils améliorent leur notation sur le bien commun, sur la dignité de la personne, sur la participation, sur tous ces critères ou ces éléments de la doctrine sociale de l'Église qui sont des éléments en vue du salut. Donc c'est cette relation de proximité, et c'est pour ça que nous prenons de notre côté beaucoup le circuit court. Connaître celui que je finance, connaître celui qui m'a financé, change fondamentalement la relation. Alors cette proximité, c'est une manière de décliner une autre piste que je voulais juste évoquer, qu'on n'a pas évoqué, mais ça pourrait être le sujet de la seconde journée Finance et Biens communs, sur peut-être l'activisme actionnarial ou le dialogue actionnarial. Voilà, donc c'est juste pour lancer une idée pour plus tard, vu l'heure un peu tardive. Et moi, je veux vous remercier chacun pour vos contributions qui étaient très diverses, mais du coup très riches pour balayer cette première grande question de comment les investisseurs peuvent être au service du bien commun. Alors, on n'a pas épuisé le sujet, certes, mais j'espère que chacun repart avec déjà au moins une prise de conscience, si ce n'était déjà fait. Et puis peut-être, comme vous l'avez écrit, Philippe Royer, vous avez écrit ce livre « S'engager pour le bien commun » parce que vous avez vu que de nombreuses personnes avaient le désir de s'engager pour le bien commun, mais ne savaient pas comment s'y prendre ni par où commencer. Ben, j'espère que vous avez déjà une petite idée de réponse à cette question, par où commencer. Mais la journée n'est pas terminée, donc je cède le micro aux autres pour continuer sur ce chemin.